Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat to Be Fit. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Keto au rendez-vous, où j'accueille aujourd'hui Christine. Bonjour Christine. Bonjour Ulrich, merci de m'accueillir. Alors, c'est moi qui te remercie de bien vouloir, d'avoir accepté mon invitation, parce que tu m'as contacté suite à la vidéo du docteur Olivier Argence qui veut toujours d'ailleurs lancer un projet un petit peu innovant sur l'accompagnement avec l'approche cétogène. Donc, je t'ai mis en contact avec lui, mais je me suis dit, vu ton profil immédiatement, ben, il faut que tu parles, il faut que tu t'exprimes sur ton expérience professionnelle et du régime cétogène. Donc, c'est moi qui te remercie pour ton temps et d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, et je pense qu'ils sont nombreux. Donc, je m'appelle Christine, je suis infirmière de formation. Et aujourd'hui, alors, mon parcours atypique, j'ai travaillé beaucoup de nuit, une dizaine d'années, dans des services divers et variés. J'ai beaucoup rejoint les services de médecine, parce que c'est des services qui n'étaient pas très prisés. Et les collègues avec qui je travaillais me demandaient souvent de changer parce que c'était des services voilà, qui n'aimaient pas forcément. Et moi, voilà, c'est des services que j'aimais bien, où il y a de l'activité, où du coup, on ne s'endort pas quand on travaille de nuit. Donc, c'était plutôt génial. Et puis, je suis partie presque 6 ans en Bolivie, où je n'ai pas du tout œuvré en tant qu'infirmière, hein, beaucoup de bénévolat. Et au retour, j'ai vraiment voulu m'inscrire comme infirmière dans les EHPAD et j'ai été propulsée comme ça infirmière coordinatrice dans un EHPAD très intéressant parce qu'il faisait la une des journaux à l'époque pour maltraitance et voilà, il y avait un nouveau directeur qui est arrivé, qui a voulu changer tout le système d'accompagnement et il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et ce petit passage me fait dire que l'humain a une grande capacité à changer puisque j'ai travaillé avec des équipes extraordinaires qui pour moi n'étaient pas maltraitantes. Voilà, c'était des rumeurs qui couraient et on a fait quelque chose d'extraordinaire avec ces équipes. Ce qui m'a amené dans ce réseau soins palliatifs, puisque dans cet EHPAD, moi, j'ai eu vraiment à cœur justement de travailler sur l'accompagnement de fin de vie. On avait perdu notre maman, donc que nous avons accompagnée avec mes deux frangines et mon papa à l'époque. Et en tant qu'infirmière, moi, j'étais pas très contente de ce qui s'était passé, un parcours compliqué. Et puis une maman qui veut pas faire de vagues, qui veut pas qu'on dise quoi que ce soit. Donc nous, on s'est renfermés avec ça, avec nos frangines. On était plein de colère en nous. Et puis notre papa qui a suivi pas peu de temps après. Donc tout ça, c'était il y a 23 ans maintenant. Et donc moi, je me dis en tant qu'infirmière là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir mes deux parents à mes côtés, hein, qui me poussent dans cette direction. C'est mes deux petits anges et qui me disent le soin palliatif, il faut que tu en parles à tout le monde. Et donc pendant ce parcours à l'EHPAD, en fait, j'ai fait beaucoup intervenir les équipes mobiles de soins palliatifs. Et puis pour amener une culture palliative, même si en tant qu'infirmière, moi je savais en tant qu'infirmière et avec l'équipe infirmière, on savait comment faire. On s'appuyait toujours du regard de cette équipe mobile de soins palliatifs. Pour moi, c'était important en fait ce regard extérieur. Et puis un jour, il y a eu un poste qui s'est libéré dans ce réseau de soins palliatifs et je l'ai rejoint et je l'ai quitté donc il y a peu de temps, fin 2021. Ça fait presque 15 ans que je fais des formations aussi, donc j'anime des formations puisqu'on m'avait demandé de partager mon expérience. Et aujourd'hui, je suis devenue formatrice à plein temps et j'ai fondé ma petite entreprise qui s'appelle Oser le merveilleux. Et Ben, donc beaucoup. sur le site internet, on mettra en référence en dessous de la Moi, vidéo pour les gens que ça intéresse. Non, mais c'est- tu sais, il y a ouais. beaucoup de professionnels de la santé qui nous regardent. Peut-être, je sais que j'ai participé à des mises en relation, des mises en contact avec des gens. Quand je peux le faire, je le fais avec plaisir. Donc, on mettra ton site internet en description de cette vidéo. C'est très gentil. Et du coup, alors, j'anime beaucoup de formations sur l'accompagnement de famille, mais mes formations sont spécifiques puisque je vais aller beaucoup sur la communication. On va aborder les textes de loi qui, pour moi, sont essentiels parce que sans les textes de loi, on peut facilement être hors la loi. Mhm. Et des professionnels plus qu'on ne pense, hein, qui ne pensent connaître les textes de loi et qui ne les connaissent pas. Et quelquefois, on est à côté de la plaque. Mhm. Et l'idée, moi, c'est vraiment
j'ai vraiment à cœur et des fois ça frite un petit peu, c'est pas grave, hein, mais d'accompagner la personne comme elle le désire, pas Mmh. comme, voilà, heu, le professionnel le voudrait, mais vraiment lui, qu'est-ce qu'il a envie? Mmh. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mmh. Qu'est-ce c'est quoi l'essentiel pour lui? Et moi, c'est vraiment là-dessus que je vais dans les formations et je rencontre des publics toujours formidables. Mmh. J'adore mon métier et à chaque fois, c'est extraordinaire de remise en question et c'est pour ça que je suis très optimiste. J'ai toujours été une femme optimiste de toute façon, mais je suis très optimiste à l'idée de voir bouger les choses, mais vraiment dans le bon sens, en fait. Mmh. Alors, Donc peut-être, voilà pour mon parcours. Mmh. c'est un parcours extrêmement intéressant et comme, je disais avant l'enregistrement de cette vidéo, on échangeait un petit peu avant, Mmh. on n'arrive pas sur un parcours, d'accompagnement à la fin de vie par hasard. On sait Mais pas on non, n'arrive mais pas sur le non. régime cétogène par hasard et on ne choisit pas la fin de vie par hasard. C'est souvent des événements Mmh, personnels, tout une à fait. volonté de vouloir aider à peut-être intervenir, changer des choses, qui nous fait choisir ce genre de sujet. Oui. Alors, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas suffisamment le sujet, voudrais-tu nous définir ce qu'est, le soin palliatif, l'accompagnement, en fin de vie, en quoi ça consiste? Parce que, beaucoup de gens s'imaginent peut-être éternels, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas en pleine conscience l'idée de notre finitude, notre Finitude. fin, Mmh. voilà. Et c'est des sujets qui sont un peu évacués, alors que la mort fait partie intégrante de la vie. C'est pour ça que moi, Mmh. personnellement, je me suis toujours offusqué quand je vois des adultes éloigner les enfants de la mort. Mmh. Personnellement, j'y ai toujours été confronté, hein. Je me rappelle du décès de mon grand-père en 1984, j'avais 6 ans. Mon père qui faisait un massage cardiaque à côté, personne m'a mis dehors pour pas voir ça, quoi. J'ai vu le massage cardiaque, j'ai vu mon grand-père mort, j'ai vu les pompiers le transporter et la mort fait pas partie totalement de la vie, quoi. Donc Mais on complètement. devrait pas, Mmh. à mon avis, je donne mon opinion, je pense qu'on ne devrait pas éloigner les enfants de la mort parce que la mort fait Non. partie de la vie. Voilà. Et maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est pour les gens qui ne connaissent pas suffisamment le sujet, c'est de définir donc, l'accompagnement en fin de vie et le soin palliatif, en tant que tel. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans le système de soins, le soin palliatif? Alors pour moi, c'est assez simple, hein, c'est vraiment être à l'écoute de la personne et comme tu dis, hein, on naît et on meurt, hein. Mmh mh. Donc moi, je dis toujours: «Comment on va bien mourir?» Mmh mh. D'accord? Donc l'idée, évidemment, c'est vraiment d'accompagner la personne comme elle le désire. C'est-à-dire comment je vais être à l'écoute de cette personne? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Et je pourrais donner des petits exemples pour, vraiment, montrer combien l'accompagnement de fin de vie est important, combien les soins palliatifs sont importants. Alors nous, on œuvrait vraiment, à l'extérieur, en ville, hein et je me souviens de cette femme, elle me voit arriver, elle me dit: «Vous me faites la piqûre tout de suite, hein, je veux mourir». Mmh mh. Mmh. Et nous, évidemment, il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut qu'on soit vraiment à la hauteur de l'autre et moi, je reformule en lui disant: «Mais, vous voulez cette piqûre au point de vouloir mourir?» Elle me dit: «Oui». Et je lui dis: «Qu'est-ce qui fait que vous en arrivez là?» Et Mmh mh. elle me raconte qu'elle a vécu 50 ans en arrière, quelque chose d'atroce avec sa tante qui est morte dans des souffrances horribles. Elle veut pas mourir comme ça et elle n'a Mmh. que ça en tête depuis qu'on lui a annoncé, cette grave maladie et et c'est là qu'on valide, on se dit: «Mais je comprends tellement ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que je peux vous proposer une alternative à tout ça?» Est-ce que je peux vous proposer ce que nous pourrions, en quoi nous pourrions, être utiles? Et donc moi, je lui dis en tant que coordinatrice, déjà, je peux être garant que la souffrance, elle va être levée un maximum. Je dis jamais zéro souffrance parce on sait jamais, mais que ça, c'est mon job et qu'elle va m'aider. Je ne veux pas la voir souffrir. Il y a des médecins qui sont là, qui sont, extrêmement compétents, pour lever ses douleurs et ça va être mon job. Et puis, et du coup, on va l'amener à regarder différemment, à voir la vie différemment et bon an, mal an, bah, ça le fait. Elle demande plus la piqûre. Elle vit peut-être, je sais plus, c'est une vieille histoire, elle vit peut-être une année et ses enfants sont en capacité de venir nous revoir dans le réseau en disant: «Maman, avant de partir, nous a dit: "Tu remercieras cette femme qui ne m'a pas fait la piqûre"». Et ça, c'est voilà,
Le soin palliatif, c'est ça, c'est comment être à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme petit bonheur? Bon, pour cette femme, ça a pu le faire, hein, et donc et il y a des tas de gens comme ça qu'on peut accompagner sur, une autre dimension, en fait, et c'est ça qui est chouette. L'accompagnement de fin de vie, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va accompagner ces personnes. Il y a le médecin traitant, il y a l'infirmière, il y a les aides à domicile qui font un travail extraordinaire, et c'est comment, avec tout ce petit monde, on va faire alliance et on est focus sur la personne. L'accompagnement de fin de vie, c'est ça. C'est lever les douleurs, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales, familiales, spirituelles. On est à l'écoute de tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je mets un point d'honneur à dire que mes formations sont vraiment orientées sur la communication. Mmh. Comment je vais communiquer avec cette personne en fin de vie? Comment je vais communiquer avec ces familles qui sont en souffrance? Parce qu'on ne peut pas séparer la famille de cette personne qui est en fin de vie. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se joue entre eux, et c'est comment je vais regarder tout le monde. Comment je vais regarder ce professionnel qui dit: «Mais non, 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 il faut absolument, qu'on fasse quelque chose pour cette personne. Elle souffre», mais c'est peut-être le professionnel qui souffre plus que la personne. Donc il faut qu'on soit hyper méticuleux sur, heu, vraiment le souhait de cette personne qui veut encore vivre ou qui veut mourir. Mmh mh. Et moi, j'ai aucun jugement là-dessus, mais moi, j'ai toujours en tête cette petite phrase d'un médecin extraordinaire avec qui j'ai bossé, un médecin coordonnateur, et qui nous disait toujours: «Attention de ne pas voler la mort de l'autre». C'est-à-dire que dans cette souffrance, qui peut ne pas être physique, mais psychologique, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher, quoi. Et voilà. Et moi, c'est vraiment, ça a été un véritable bonheur, en tout cas, de travailler dans ce réseau soins palliatifs Mmh. et avec des collègues, exceptionnels. On était une sacrée équipe. Et voilà, je pense qu'on a fait du bon boulot, toujours dans la communication avec les autres professionnels aussi. On n'était pas toujours d'accord, mais c'est ça qui fait la richesse, comme tu disais, hein. Aujourd'hui, où sont les philosophes? Où sont tous ces gens qui nous permettent vraiment de réfléchir? Et Mmh. on en a tellement besoin aujourd'hui. Et Mmh. donc ça, on l'a fait avec cette équipe. Donc voilà, en gros, le soin palliatif, c'est vraiment accompagner. Moi, je dis toujours, j'ai cette petite phrase qui est la mienne, hein: «La personne que nous accompagnons détient les rênes de sa vie», Oui. et donc est-ce qu'on lui retire ses rênes ou est-ce qu'on elle Mmh. va nous guider jusqu'au bout? Et Alors, même dans le non-verbal, même dans les personnes qui ne parlent pas, c'est voilà. En si si gros, voilà si tu comment me je permets, décris. je vais vraiment enfin, je suis super heureux de partager ce témoignage avec toi, et ce que je voudrais, en fait, c'est que nous apportions un peu d'éléments de compréhension pour que chacun puisse se faire son opinion et pas, se réapproprier l'opinion qui va être vendue sous forme de propagande, en particulier par l'État français. Et je vais partager mon témoignage, tu me diras ce que tu en penses, mais ça va permettre aux gens, en fait, d'avoir un peu plus d'éléments pour essayer de réfléchir. Il faut réfléchir, c'est des sujets importants dans la vie. Je suis profondément libertarien, c'est-à-dire que la liberté individuelle, pour moi, c'est quelque chose de tellement précieux qu'elle est supérieure à ma propre vie. Mmh mh. C'est-à-dire que je suis prêt à perdre ma vie pour ma liberté individuelle, pour la bonne et simple raison que je ne me vois pas vivre en esclave. Donc quand on a cette hiérarchie d'importance, de priorité, on voit les choses un petit peu différemment. Déjà. Ensuite, j'ai été confronté à la fin de vie de ma mère, un glioblastome, pendant 18 mois. Le glioblastome, c'est un cancer qui, en France, en tout cas, on ne sait pas guérir. C'est-à-dire que clairement, les équipes médicales, dès le départ, elles proposent du soin palliatif. Mais elles ne le disent pas. Elles font de la chimiothérapie, elles font de la radiothérapie, elles font de la chirurgie, qui s'inscrivent dans un cadre de soins de fin de vie, de soins palliatifs, parce qu'on ne peut Mmh pas gagner contre mh. ce cancer selon ces personnes. Je l'ai découvert après, mais on ne le dit pas aux gens. Par contre, moi, au moment du diagnostic de ma mère, au début de sa maladie, on m'a dit clairement, à moi, seul, votre mère, il lui reste 18 mois. Il va falloir lui dire. On m'a chargé, moi, son fils unique, de lui dire. À l'époque, j'ai pas honte de le dire, je le reconnais. Je l'ai dit à ma mère. C'était stupide. J'ai dit que c'est une grosse erreur, je le regrette, je ne pourrais pas le réparer. Parce que quand j'ai fait ça, j'ai vu un être humain qui a abandonné la vie.
Je connais bien ma mère, je suis fils unique. Ça se lit dans le regard des yeux, dans le regard Mmh. des gens, dans les yeux. Vous Mmh. voyez, tu as dû le voir des centaines de fois. Il y a des gens qui ont envie de vivre et tout d'un coup, l'envie de vivre disparaît. C'est des gens Mmh. qui sont passifs. On peut leur faire n'importe quoi. Ils sont déjà plus là. Je ne suis pas croyant, pour que les gens puissent comprendre ce que je dis, je suis totalement athée, mais j'ai vu la vie quitter le regard de ma propre mère. C'est pas des histoires, c'est pas de la théorie, c'est du vécu. Mmh. J'en ai déjà parlé avec plein de médecins, des cancérologues, etc., qui m'ont confirmé avoir constaté la même chose. Les malades qui guérissent, ce sont des malades qui n'abandonnent pas la vie. C'est vrai. Mmh. Et c'est moi, son Mmh. fils unique, qui lui a annoncé ce que le médecin m'a demandé d'annoncer, qu'elle avait un cancer fatal et qu'il lui restait 18 mois. Je ne pourrai jamais réparer ça. Bon. Mmh. Ce qui m'a fait réfléchir, déjà, à ce problème. Ensuite, j'ai accompagné ma mère sur la fin de vie. Donc, la radiothérapie, la chimiothérapie. La radiothérapie, quand on fait une radiothérapie du cerveau avec une cage sur le visage et qu'on est claustrophobe, c'est C'est l'enfer. horrible. Il Mmh. faut l'avoir vu pour le savoir. Les médecins le voient. La famille, les proches qui accompagnent le voient. Les autres, c'est de la théorie. Il faut l'avoir vu pour savoir ce que c'est. Mmh. Et puis après, la chimiothérapie, les essais thérapeutiques, une paralysie, hémiplégie, 6 mois d'alitement, 2 mois de coma à la maison. Donc, j'ai accompagné ma mère en fin de vie chez elle avec une équipe d'hospitalisation à domicile, des infirmières exceptionnelles. Je tire mon chapeau à chacune d'elles, qui m'ont appris à laver la tête de ma mère dans un lit. Quand on est un homme, qu'on n'a jamais fait ça, eh ben, on ne sait pas. On apprend avec une bassine, etc. Ce sont ces infirmières qui Ouais. m'ont appris ces Mmh mh. choses-là. On change les couches. On sait changer les couches d'un bébé, pas d'un adulte. Retourner la personne, les escarres, Mmh. etc. J'ai fait. Donc, je connais. Je sais ce que c'est que la fin de vie. Mmh. Et ma mère était profondément croyante. Nous avions d'ailleurs de longs débats théologiques et philosophiques sur le sujet. Et j'ai même fait l'effort, qui est pour moi vraiment un effort suprême dans le sujet, puisque je suis vraiment profondément athée depuis tout petit. C'est comme ça, j'y peux rien. J'ai été baptisé catholique. Ma mère était profondément croyante. Et elle a perdu la foi sur la fin de vie. Et c'est moi qui lui ai restauré sa foi sur sa fin de vie. Bravo. Bravo, Je bravo. ne peux rien faire de mieux. C'est touchant, hein. C'est vraiment touchant. Donc tout ça, je le sais, je le connais, et ma position était la suivante. Si ma mère m'avait demandé d'abréger ses souffrances, je l'aurais fait, me Mmh mh. foutant totalement de la loi. Voilà. Mmh. Mais malgré son état vraiment difficile sur la fin, parce que les gens ne s'imaginent pas qu'à la fin, c'est le glioblastome en tant que tel, il tue que moyennement. Mais à un moment donné, quand les personnes sont dans le coma, on arrête l'hydratation, on arrête l'alimentation. Donc la cause réelle de la mort, on ne la connaît pas vraiment. Il y a bien sûr une pression sur le tronc cérébral, etc. Des crises d'épilepsie à répétition à gérer à la maison, hein, ça termine comme ça. Mais je l'ai vécu dans ma chair pour le savoir. Et j'ai écrit un long article dans un livre que j'ai publié qui s'appelle Libre. On a écrit un livre à 100 auteurs, qui est un record du monde d'ailleurs, sur, on va dire, tous les pans de la liberté. Et moi, j'ai pris le sujet de l'euthanasie, parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. C'était en 2012. Et le cœur de ce sujet, c'est la liberté individuelle pour le choix de fin de vie. Mmh mh. Quand j'ai écrit cet article, j'ai bien sûr lu les livres de Marie de Henzel, toutes les grandes Mmh personnes mh. que je respecte beaucoup sur la fin de vie, etc., et avec laquelle je partage quasiment tous les points, c'est-à-dire que une immense majorité de personnes qui réclament l'euthanasie, en fait, sont des gens en souffrance, et qu'à partir du moment, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, qu'on vient pallier à cette souffrance physique ou psychologique, en fait, la demande d'euthanasie disparaît. Mon combat pour l'euthanasie, Complètement. Mmh. c'était pour des cas difficiles. Je rappelle que le livre a été publié en 2012, et mon combat pour le droit à une mort digne dans ce cadre-là était limité à quelques personnes par an. On a tous vu les cas de personnes qui étaient dans des comas depuis des années, des décennies. On a tous pu Mmh. voir des gens tétraplégiques qui étaient incapables Mmh. même de s'exprimer, mais dont les parents faisaient pression pour une fin de vie, mais que légalement c'était impossible, etc. C'était en 2012. Et puis les choses se sont accélérées,
Et je vois aujourd'hui une législation qui veut industrialiser la fin de vie. En gros, vous faites 2 clics, hop, vous êtes mort, vous faites ce que vous voulez. Et là, on n'est plus du tout dans un cadre d'euthanasie, on est dans un cadre de suicide. Et les mots sont importants parce que je demande aux gens vraiment au niveau du vocabulaire, de faire attention à ne pas mélanger homicide, suicide, euthanasie. Ce ne sont pas des choses identiques et interchangeables. Quand je vois ce qui s'est passé dans les EHPAD en 2020, on ne va pas parler du Rivotril, on va le citer. Là, pour moi, il devrait y avoir des enquêtes parce que ce sont des homicides. Ce ne sont plus des euthanasies, ce ne sont pas, même pas des suicides assistés, ce n'est même pas des gens qui ont réclamé, quoi. Non. Donc, voilà. C'est pour clarifier un peu les choses. Mais c'est là où la limite, elle est très… C'est compliqué. Alors déjà, si on revient sur les textes de loi, aujourd'hui, on a une loi qui s'appelle Claes-Leonetti. Si elle était mise en place, déjà cette loi, on aurait des beaux accompagnements de fin de vie. Sauf, comme tu dis, il y a peut-être des gens qui demanderaient à abréger leur vie. Et là, on n'avait rien pour ces personnes. D'accord? Et on n'a toujours rien aujourd'hui. OK? Donc, il va falloir qu'on regarde ce côté-là, tout en étant vigilant, en effet, à ce que ce texte de loi ne dérape pas, comme tu le dis très bien. Et on va prendre, puisqu'il y a un texte de loi là qui est passé au Sénat, qui est en train de mouliner un petit peu, et il y a des paragraphes qui sont pas très clairs quand même. C'est-à-dire qu'une personne qui est déficiente mentale peut demander l'euthanasie, et on y va. Et on y va. Donc là, vigilance. Et moi, je me dis, et pour avoir accompagné vraiment des gens, et je suis vraiment désolée si j'ai loupé certains accompagnements, parce que je ne suis pas parfaite, je suis comme tout le monde, mais franchement, j'ai tellement de belles histoires à raconter là-dessus, mais dans les deux sens. C'est-à-dire ces gens qui sont en capacité, ces familles qui sont en capacité de se réajuster vis-à-vis des leurs. Ces gens, en fait, avec qui on va parler, mais qui ne parlent plus depuis des fois des jours, des semaines, et qui arrivent à nous dire des choses parce qu'on les considère, parce qu'on a cette humilité de dire peut-être il va se passer quelque chose. Et quand je vois aussi ces gens qui réclament à mourir jusqu'au bout, ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière. Et cet homme que j'ai accompagné, j'ai rien pu faire pour lui. Et ça a été compliqué pour moi aussi en tant qu'infirmière. Je crois que l'accompagnement de fin de vie, quelle que soit l'issue qu'on va lui donner, à partir du moment où c'est fait avec amour, il n'y a pas de sujet. Pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est cet homme qui me réclame à mourir, on sait, on regarde dans tous les sens et on ne voit pas d'autre issue. Et quand on connaît son histoire, quand il nous raconte son histoire, on se demande tellement s'il ne raconte pas plus qu'il ne faut. Mais quand on va voir les infirmières et qu'ils nous disent mais si, ça s'est passé comme ça, et on se dit mais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cet homme pour qu'il soit enfin en paix? Et quand on a gratté dans tous les sens et qu'on ne trouve rien d'autre que la mort qui pourrait l'apaiser, donc cette petite phrase que je vais vous redire, je me sens tellement mort dans le monde des vivants et je me sentirai tellement vivant dans le monde des morts. C'est vraiment fabuleux. C'est comment on pourrait accompagner en effet ces gens-là. Donc c'est ce qui manque aujourd'hui dans ce texte de loi Claes-Leonetti, mais j'aime à dire que ce texte de loi, pour moi, était déjà formidable, parce que nous, dans le réseau palliatif, combien de fois on a vu des professionnels, quels qu'ils soient, infirmières, médecins. Autant j'ai travaillé avec des médecins, mais absolument merveilleux, autant il y a des médecins qui ne sont pas à la page. Qui ne sont pas à la page, mais qui ne connaissent pas. Il y a pas grand-chose à faire, quelquefois. Quand on voit des gens qui souffrent, alors qu'on a un panel aujourd'hui de traitements, mais tout simple. Je vous parlerai seulement de la morphine. Et qu'on n'est pas en capacité d'aller là-dessus, parce que quand même, il ne faut pas exagérer sur la morphine. Stop. J'ai une anecdote sur la morphine, parce que, alors, je suis admiratif des personnes comme toi en tant qu'individu, mais je suis extrêmement critique du système, en particulier du système français.
Nous avons aujourd'hui des politiciens qui sont hors sol, ils sont totalement déconnectés de la réalité, premier point. Deuxième point, nous avons une armée législative qui est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on rajoute des lois sur des lois sur des lois sur des lois, mais qui ne sont de toute façon jamais appliquées. Il y a plein Mmh. de... Moi, je ne suis pas Mmh. spécialiste de la politique, de la géopolitique, etc. Mais il y a plein de personnes qui nous expliquent. Par exemple, il y a un criminologue français qui n'arrête pas de le répéter. Ça ne sert à rien de voter de nouvelles lois, il suffit juste d'appliquer celles qui sont déjà votées. Oui, c'est ça, oui. Mmh. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'expliquer qu'il faut une loi spéciale truc-muche, alors qu'on a déjà une loi qui condamne à 30 ans de prison et des millions d'euros d'amende ceux qui font ce genre de choses. Ça ne sert à rien d'en Mmh. dégainer de nouvelles, puisque celles qui sont déjà actives ne sont jamais appliquées. Et c'est ce qui se Mmh. passe sur la fin de vie. C'est quand même quelque chose qui est relativement simple pour moi à traiter. Et on n'a pas besoin d'empiler des textes compliqués Mmh. qui viennent se superposer. À la fin, on ne sait plus lequel qui fait office de référence première. Et c'est ça le vrai problème de fond en France. Et puis, tu as un problème décisionnel. Je vais donner un exemple. Ça, c'est du vécu. Ma maman, en 2009, était suivie par l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. On a des médecins. Ils font des ordonnances. Très bien. Ensuite, on lui fait faire une hospitalisation à domicile avec des cadres infirmières, cadres infirmières, spécialistes de la gestion de la douleur. On a un service autonome, c'était en Seine-et-Marne, qui se déplace de ville en ville pour gérer la fin de vie et le traitement des soins palliatifs, ok, etc. Très bien. J'ai son hospitalisation à domicile. J'ai ma maman qui est devant moi qui souffre. J'ai des ampoules de morphine à ma disposition. J'ai une machine pour injecter la morphine. Il me manque juste une chose, l'ordonnance d'un médecin pour injecter. Mmh. Je passe 3 jours au téléphone. On me dit, il faut la ramener à la Salpêtrière pour que le médecin la voie pour faire l'ordonnance. Je fais, elle a un transportable. Le médecin généraliste me dit, oh là là, moi je ne suis pas compétent dans ce genre de choses. La spécialiste en traitement de la douleur de Seine-et-Marne me dit, je ne suis pas habilité à prescrire. Les infirmières à domicile, c'était Santé Service à l'époque. Et franchement, je tiens à les saluer. Une admiration totale pour elles. Elles ont été géniales. Me dit, sans ordonnance, on ne peut rien faire. Et C'est oui. grâce à une amie infirmière qui certainement va m'écouter aujourd'hui, Nadine, à l'hôpital de Nemours, que j'ai un rendez-vous avec un médecin au service des urgences de l'hôpital de Nemours. J'arrive avec mes ampoules de morphine sur son bureau et je lui dis gentiment, docteur, soit vous me faites une ordonnance tout de suite, soit c'est moi qui fais le protocole d'injection. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas le choix. Et je fais la pression. Si je n'ai pas cette relation et si je ne mets pas moi en tant que fils la pression sur un médecin pour avoir cette ordonnance, je ne l'ai pas. Je reviens avec mon ordonnance et les infirmières disent maintenant, si on en a besoin, on sait les dosages et on a l'ordonnance. Voilà le genre de problème concret. Alors, c'était en 2009, 2010. Je ne sais pas si aujourd'hui ça s'est amélioré, mais ça, c'est du vécu. Et le problème des surcouches administratives, la gestion administrative en France fait que des fois, des êtres humains vraiment de bonne volonté sont empêchés juste avec des problèmes administratifs. Ah mais c'est clair. Et le soin palliatif aujourd'hui veut, alors ces équipes mobiles dont j'ai fait partie, hein, maintenant on appelle ça des EMAS, équipes mobiles d'accompagnement en soins palliatifs, sont là pour coordonner les soins. C'est-à-dire que ta maman qui sort de l'hôpital, c'est comment nous allons la voir et comment nous allons coordonner les soins. Qu'est-ce qui va manquer? Et là, on va faire focus évidemment sur les prescriptions. Mmh. On ne peut pas laisser sortir quelqu'un sans prescription. Donc, la prescription, elle sort de l'hôpital. Le médecin avec qui on peut échanger éventuellement et on peut regarder la prescription parce que des fois, il peut y avoir des oublis et c'est pas grave. On est là aussi pour réajuster, hein. Et c'est comment quelqu'un sort de l'hôpital forcément avec une prescription. C'est pas possible autrement. Sans ça, on n'est pas bon du tout dans l'accompagnement en soins palliatifs. Et donc, c'est comment on va coordonner, qui est autour de cette personne, qui est le médecin prescripteur, comment on peut l'appeler. Et si on sait qu'il part en week-end, comment, avant qu'il parte en week-end, on regarde tout à nouveau pour savoir si besoin, est-ce qu'on a l'ordonnance du si besoin. Mmh. Est-ce que s'il y a de la morphine, est-ce qu'il y a les interdoses, etc., etc. Il n'y a pas grand-chose à regarder, j'ai envie de dire, en tant que Mmh. coordinatrice, mais c'est l'essentiel, hein. Mmh.
C'est l'essentiel. On ne peut pas laisser souffrir quelqu'un physiquement, Mmh. j'entends, hein, et ni même, psychologiquement, mais la Mmh. morphine ne va pas agir sur le psychologique. C'est ce qu'il faut comprendre. La morphine, elle va agir sur certains physiques Mmh. et c'est comment? Eh bien, on regarde ça à minima, quoi. Mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord et Mmh. franchement, pour moi, l'enjeu numéro un, et je rejoins tes propos, c'est déjà mon opinion. Marie de Henzel l'avait très bien popularisé dans ses livres, dans ses conférences, il y a plus de 15 ans déjà. Oui. Tout ça, c'est toujours juste. C'est-à-dire que le problème numéro un de la fin de vie, c'est la souffrance physique, psychologique. À partir du moment où toute la souffrance est retirée, les gens finissent leur fin de vie tranquillement, Mais sans c'est douleur, ça. accompagnés de leurs proches, et on n'en Ouais. parle plus. Et finalement, les gens qui seraient susceptibles de vraiment avoir besoin d'un suicide assisté, quand je parle de suicide assisté, c'est parce que c'est facile de se suicider. Tu vas aux États-Unis, par exemple, on a des statistiques sur les gens qui sont décédés par arme à feu. Des statistiques qui sont totalement stupides, puisque les Américains, quand ils veulent se suicider, la première chose qu'ils font, bah, c'est qu'ils prennent leur flingue, ils en ont un à la maison. Un Américain sur deux a une arme à feu à Ouais, la maison. bien Donc, sûr. ils se tirent une balle. Bah, ils se sont Oui. suicidés. Le suicide Mmh. assisté, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est physiquement incapable de se suicider. Mmh mh. Et donc, moi, je comprends aussi que, par exemple, beaucoup de professionnels de santé soient soucieux de cette problématique en disant: «Mon travail, c'est de soigner. Quand je travaille en tant qu'infirmière ou médecin en fin de vie, mon travail, c'est de soigner, d'éliminer la Mmh. souffrance et cetera», et je comprends l'objection de conscience qui dit: «Je ne peux pas volontairement mettre fin à une vie grâce à l'injection de tel produit». Moi, je pense qu'on Mmh. pourrait créer un autre métier. Par exemple, aux États-Unis, tu sais qu'il y a encore la peine de mort Mmh. dans certains États, chaises électriques, gaz, injection de produits. C'est pas un médecin qui met la fin de vie à une personne, c'est un bourreau. Comme dans le temps, en Mmh. France, il y avait la guillotine et celui qui l'actionnait, c'était pas un médecin, c'était pas Mmh. un orthopédiste qui vérifiait bien que c'était tranché. Non, c'était un bourreau. Ben, pourquoi pas créer un métier de bourreau avec pourquoi pas une formation médicale, mais ce n'est plus un médecin, ce n'est plus un professionnel de la Mmh. santé, c'est un professionnel de la mort. Et on pourrait Ouais. imaginer ça. Mmh. Mais sauf que moi, je me dis, en tant que soignant et je rejoins certainement mes collègues, on est là pour soigner, on n'est pas là pour, tuer les gens, d'accord, Mmh. hein? Mais moi, je mets un mais. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous faites votre métier avec amour, les gens qui vont demander à mourir avant l'heure, Mmh. ils sont si peu nombreux Oui, parce qu'on les accompagne tellement bien en amont que c'est de l'ordre de quoi? 1-2 ceux qui vont aller jusqu'au bout, au bout, au bout et c'est comment alors moi j'imagine, je l'ai jamais fait, hein, mais j'imagine que quelqu'un que j'accompagne depuis tant de temps me demande ça, moi j'aurais l'impression de l'abandonner mmh, si je si je l'envoyais voir le bourreau. bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Et totalement, mais non, ce que je pour veux moi, dire, c'est c'est un que acte d'amour dans les 2 sens. mais je comprends et je comprends aussi, c'est pour soulager en fait la profession médicale qui est là pour soigner et pour aider le vivant. Mmh. Et je pense que, je suis tout à fait d'accord avec toi, on partage vraiment les mêmes idées, hein. La loi sur l'euthanasie, on s'imagine qu'il y a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes concernées par an. Non, ça concerne quelques personnes par an. Mmh. Ce Mmh. ce cadre légal est nécessaire pour quelques personnes. On a un buzz pas possible là-dessus pour des cas isolés. Alors, Mmh. permets-moi de vouloir faire un parallèle avec un sujet, différent, mais finalement, au fond, très connecté. On va parler de l'avortement. Tu sais que la France a mis dans sa constitution le droit à l'avortement. Je pose la question suivante parce que, encore une fois, je ne veux pas orienter la vie des gens, je voudrais amener un peu de matière pour que les gens puissent Oui, à réfléchir et penser. réfléchir. Mmh. Bon, quand on prend factuellement les choses, on s'aperçoit que globalement, dans les pays occidentaux, heu, les avortements concernant les incestes, les viols, les problèmes médicaux pour les bébés et la mère concernent 10 des cas. Ce qui veut dire que 90 des cas d'avortement sont des avortements entre guillemets «de confort», c'est-à-dire que la mère n'en veut Mmh. pas. Mmh Bon, mh. est-ce que dans ce cadre-là, on peut obliger un gynécologue obstétricien dont le travail, c'est d'apporter la vie, La vie. Mmh.
l'obliger à la retirer. Tu vois, ça a été un long combat aux États-Unis. Par Bien exemple, tu avais sûr. des gynécologues obstétriciens qui étaient profondément croyants, qui pensaient que c'est leur opinion que la vie commence à partir de la première division cellulaire et il n'était pas question qu'ils pratiquent l'avortement. Et aux États-Unis, il y a eu une guerre selon les États pour leur interdire d'exercer à ces gynécologues obstétriciens. C'est un vrai débat. Aux États-Unis, pour donner vraiment du concret, de la matière à réflexion pour les gens, nous avons 50 États. Il y a 50 législations sur l'avortement. Tu as des États, comme le Tennessee, par exemple, qui vont interdire l'avortement, même dans le cas d'un viol ou d'un inceste. C'est légalement interdit dans l'État. OK ? À l'opposé complet, tu as au Colorado, dans la ville où j'habite, Boulder, un monsieur qui vient de prendre sa retraite, qui est heureux de dire « j'ai eu une belle carrière, j'ai mis une fin de vie personnelle à 30 000 enfants », il pratiquait l'avortement jusqu'à 9 mois. Je pose la question, est-ce que mettre une fin de vie à 9 mois sur un fœtus, c'est pas un homicide? Parce qu'il y a Mais des c'est pour... prématurés qui vivent largement avant ça. Ah, mais carrément. Mais Donc, carrément. l'idée, en fait, c'est je veux donner ces deux exemples extrêmes pour que les gens ils aient un contraste suffisant pour essayer de réfléchir. La vie, c'est quoi? Qui décide de ma vie ou de ma mort? Est-ce qu'on peut obliger un professionnel de la santé à pratiquer des choses, c'est-à-dire tuer, contre sa volonté, contre ses pensées, contre ses croyances? Ses principes à lui, oui. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est profondément croyant, je ne pense pas qu'aujourd'hui il puisse pratiquer la fin de vie, que ça soit Et l'avortement oui. à 9 mois ou que ce soit une euthanasie. Et je pense qu'il y a un vrai débat aujourd'hui qui est totalement éludé, c'est-à-dire le respect des croyances personnelles, à la fois pour le patient et à la fois pour le professionnel de santé. Voilà, c'est juste un peu de Mais réflexion. c'est ça, et je crois qu'il faut vraiment rester libre, en effet, de pouvoir le faire. Moi, je préfère un professionnel qui dit non, ah moi je suis incapable de faire ça. C'est comment dans une équipe, et c'est ça qui est chouette dans une équipe. Si tu peux pas le faire, moi je me sens de le faire. Et dans une équipe, il y aura toujours quelqu'un. Je crois pas le contraire, c'est pas possible. Quelqu'un qui pourra, et je le répète, le soin palliatif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, hein. Combien de fois on nous a dit: «Là, vous n'y arriverez pas», et ça, ce sont des histoires qui ont abouti, hein. Mmh. Ces familles qui se déchirent, qui se rassemblent au moment de cette fin de vie, mais on a des tonnes de belles histoires à raconter. Et c'est comment? Eh ben, une histoire qui n'est pas comme les autres, on la regarde aussi. On la regarde aussi, et comment cette personne qui se sent isolée du monde entier aimerait rejoindre sa femme bien-aimée, et on ne l'autorise pas. Mmh. Donc il y a des choses, moi, en effet, sur lesquelles en tant qu'infirmière, ah ben oui, moi, quand je vois tous les accompagnements que j'ai faits, et je suis tellement heureuse, j'aurais pu accompagner quelqu'un, en effet, qui me demandait. Mais moi, j'ai besoin de connaître la personne. Je ne pourrais pas faire une injection chez quelqu'un. Tiens, tu vas tuer monsieur machin ou madame truc. Ça, pour moi, ce serait compliqué. C'est comment je connais la personne pour pouvoir l'accompagner dans ce projet qui est le sien. C'est pas le mien. C'est pas celui de l'équipe. C'est le sien. Il a été mûri. Mmh. Il a été écouté. Il a été regardé dans tous les sens. Alors on y va. Mmh. Pour moi, il y a d'autres exemples qu'on peut citer, pour comparer un peu la situation. Tu prends le métier de vétérinaire. Un vétérinaire, c'est pareil, c'est pas un métier qu'on fait par hasard. On aime les animaux, on veut les Ouais. soigner, on veut les aimer, et cetera. Alors, selon les appétences pour certains animaux, il y en a, ils vont se spécialiser dans les animaux d'élevage, d'autres vont se spécialiser dans le chat, le chien ou les animaux exotiques, mais les gens, globalement, ils font des études pour les soigner, pour les aider. Et forcément, le vétérinaire, on va lui demander de pratiquer une euthanasie. On va faire une euthanasie sur un chien, sur un chat. Puis il y a des euthanasies presque de complaisance. L'animal, il est un peu vieux, il pue, il n'est pas très agile, hop, on s'en débarrasse. Comment réagit le vétérinaire par rapport à ça? C'est un peu la même chose. Cette facilité de demander la mort à d'autres. Moi, j'avais mon grand-père, il avait des vaches laitières. C'était quelqu'un de relativement dur.
quand il y avait un chien qui commençait à plus bien aller, il s'en occupait lui-même à coup de pelle. C'était fini. On ne déléguait pas la mort à d'autres Mmh. parce que nous-mêmes, nous en étions incapables. Quand un Mmh. système aujourd'hui, quand une société est suffisamment lâche pour exiger qu'une entité supérieure, l'État, demande à d'autres êtres humains qui vont être des professionnels de la Mmh. santé de faire le contraire de ce pourquoi ils sont formés, c'est-à-dire soigner, aider l'être Mmh. humain et mettre fin à une vie, moi je pense qu'il y a un vrai problème, un vrai débat de fond de société Mmh. à régler. Et je pense qu'on manque cruellement d'intellectuels au sens noble, de philosophes, etc., pour essayer d'éduquer un petit peu tout le monde et se faire une opinion un peu plus solide que cette rapidité de dire bon, bah, j'en ai marre de vivre parce que, comme on voit au Canada, là, ils sont très en avance sur les projets d'euthanasie. On arrive à des chiffres délirants. En gros, comme tu le dis tout à l'heure, j'ai pas toutes mes facultés intellectuelles, j'ai un QI plutôt bas, je suis atteint d'une maladie génétique. Bon, et en gros, sur un coup de tête, j'ai envie de mourir. Hop, hop, vous signez là, passez dans la chambre d'à côté. Mais C'est oui, et ça, c'est pas acceptable. envisageable. Mais non, mais Il y a des non. gens qui sont dépressifs. Quand je vois par exemple le régime cétogène, juste le régime cétogène, ce qu'il fait sur Oui, l'état dépressif, je me dis, mais on va autoriser des gens qui ont une phase un peu démoralisée, dépressif, à quitter la vie en demandant à un professionnel de mettre fin à sa vie, alors que c'est juste des gens qui sont dépressifs, quoi. ah ouais, mais oui, mais là, il y a vraiment il y a de belles choses encore à construire, hein. Et c'est comment, justement, moi je rêverais, puisque tu en viens un petit peu sur le régime cétogène là, c'est comment on pourrait, vraiment communiquer largement sur ce propos. Moi, comme je dis, ça fait depuis le mois d'avril que j'expérimente, hein, Mmh. cette alimentation, cétogène, parce que je suis curieuse, parce qu'en tant qu'infirmière, j'ai envie de comprendre. Moi, j'ai fait tout à l'envers, hein, jusqu'alors. Je suis une mangeuse de pâtes, une mangeuse de pain, du bon pain, pas du pain blanc, mais du bon pain. Heu et je me dis: «J'expérimente». Comme dit mon compagnon: «Tu vas pas pouvoir le faire, toi qui manges autant de pâtes, je te vois pas, faire cette alimentation» et je l'ai Alors, fait. tu diras à ton compagnon que Ulrich Génisson, le gourou du régime cétogène, Oui, mangeait, l'équivalent de 2 baguettes au levain tous les jours et mangeait ces baguettes au levain avec des pâtes et des pizzas. Et que d'accord. son pain, il était juste incapable de manger. La base de sa nourriture, c'était le pain et l'eau. Le reste n'était qu'accessoire. Ah Et j'en suis ouais, arrivé au régime cétogène et j'ai ouais. aucune frustration à me passer de pain. Donc c'est possible. Mais oui et moi je l'ai fait, mais sans aucun problème, sans aucun problème. Parce que quand j'ai une idée en tête, j'y vais et j'avais vraiment envie de savoir ce que ça pouvait provoquer. Et le premier truc que je peux te dire, moi qui fais beaucoup de route, hein, de par mon métier de formatrice, c'est les coups de barre en voiture. Évident. Je n'en ai plus. Mmh, C'est fini. C'est ahurissant. Mais ça a été flagrant mmh, et très vite, hein. Et c'est juste confortable, hein. C'est juste confortable, hein. Moi, j'avais pas de problème, de santé, par ailleurs, hein, sur quoi j'ai fait très attention dans cette alimentation, c'est que j'ai maigri à vitesse grand V, moi qui n'étais déjà pas grosse. Donc mmh, là, il a fallu que je freine, que je ramène vraiment du gras mmh. dans mon alimentation et j'avais pas vraiment, mis à part le beurre, parce qu'en Bretagne, le beurre, c'est quand même sacré, mais je mangeais pas plus gras que ça, hein, les huiles Mmh. d'olive, tout ça. Et je suis pas une viandarde, donc Mmh. ce qui a compliqué un petit peu les choses. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai des boîtes de sardines, des boîtes de maquereaux, Mmh. je mange du poisson, beaucoup d'œufs. Et Mmh. ça, c'est quelque chose, je ne pensais pas pouvoir en manger autant. Mmh. Et j'adore le matin quand je me fais mes petits œufs cocottes. Et c'est avec de la crème fraîche, c'est juste formidable. Et vous avez une pêche, Mmh. mais c'est incroyable, hein. Mmh. Et le petit truc que je pourrais dire en plus, qui est de l'ordre esthétique, même si je ne suis pas une femme, voilà, avec du gras, et ben, j'avais de la cellulite, Mmh. et ben, j'en ai plus. Merveilleux. C'est La vie souvent est le belle, hein. petit bonus, pour beaucoup de femmes en particulier, parce que même les hommes, s'ils en ont un petit peu, elles se voient pas beaucoup, puis ils s'en foutent. Oui, Les femmes sont biologiquement prévues pour en avoir plus, et c'est presque le bonus que tout le monde dit: «Ah ouais, mais je venais pour perdre du poids, mais en plus ma cellulite,
pour laquelle je luttais avec tout un tas de produits cosmétiques coûteux, Oui. etc. Hop, disparu. Mais exactement. Ah, moi, j'ai jamais lutté contre, c'était là, et j'ai pas fait ça pour perdre, parce que je savais pas que je pouvais la perdre, parce qu'on m'avait toujours dit: «Oh ben ça, une fois que c'est installé, de toute façon, que tu peux faire tous les régimes que tu veux, ça partira pas». Oh, mais c'est pas grave, ça va rester, hein. Et c'est parti, c'est juste incroyable, et je me dis qu'en effet, et si on revient peut-être à notre, sujet sur l'accompagnement de fin de vie. Alors sur Mhm. l'accompagnement de fin de vie, tels que les accompagnements qu'on a faits, ça peut être compliqué. Moi, j'ai travaillé beaucoup en gérontologie. Donc évidemment, une personne âgée qui a eu l'habitude jusqu'à 90, 95, voire 100 ans à manger, on va pas l'embêter avec ça. Mais moi, je pense aux gens à qui on annonce un cancer grave, Mhm. c'est quelle chance on leur donne de survie avec cette alimentation. Et en fait, c'est comment je peux proposer aujourd'hui en France. Je propose. La Mhm. personne, elle accepte ou pas, mais au moins je propose. Mhm. Et c'est en cela où je me dis, on a une carte à jouer en termes de communication, peut-être. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, on est là pour informer. Moi, je sais que je m'autorise aujourd'hui, hein, depuis peu, dans les formations, à parler de cette alimentation aux personnes qui participent quand on arrive justement sur les douleurs, Mhm. puisque je fais un petit chapitre sur la douleur, et puis on me dit souvent: «Oh ben oui, mais nous, nos vieux, qu'est-ce qu'ils souffrent et tout ça». Et je dis: «Ben oui, il y a l'arthrose, et ben, c'est vrai que c'est des douleurs qui pourraient être levées par, peut-être un traitement aujourd'hui si la personne ne veut pas faire d'alimentation, mais moi, je me permets de vous dire dans ce chapitre-là, c'est comment vous mangez, vous, si vous ne Mhm. voulez pas devenir comme ça». Mhm. Et donc, je fais un tout petit bout de chapitre sur l'alimentation cétogène. Et il y en a qui prennent et d'autres qui vont pas prendre. Et c'est pas grave. Mhm. J'informe qu'il y a possibilité de faire différemment. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que nous avons un arsenal scientifique à notre disposition pour qui le souhaite et n'est pas exploité. Voilà, mais c'est ça. Donc, les mécanismes, tout ça, comment ça fonctionne, c'est-à-dire la sarcopénie pour la fonte musculaire, le régime cétogène, donc l'inversion de l'inflammation globale, c'est un mot fourre-tout, inflammation, mais on va utiliser ce mot-là, Mmh. pour les gens qui souffrent de différentes douleurs, les neurotransmetteurs, les personnes qui sont touchées par Alzheimer, Parkinson, donc Ouais. maladies neurodégénératives, les personnes, on le voit, alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, il n'y a aucun écho. Tout ce qui concerne les traumas crâniens et les traumas au rachis, qui peut être considéré comme fin de vie pour certaines personnes, parce que clairement, c'est des gens qui peuvent être alités à vie. Bon, et puis le cancer, bien sûr, le cancer, tout ça, c'est bien documenté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, nous acceptons tranquillement que des personnes aient un choix alimentaire, par exemple, halal, c'est un choix religieux. Mmh. Quelle est la documentation scientifique sur une alimentation halal? C'est une question. D'autres vont être véganes. Moi, je suis végane, je mange que végétal. Quelle est la documentation scientifique sur ça? Bon. Et à côté de ça, on a un régime cétogène qui est scientifiquement bien documenté par de nombreux cas de réussite, documenté par des hôpitaux et des médecins dans le monde entier qui l'utilisent déjà, et c'est presque ignoré, alors qu'on a tout. On a juste besoin de professionnels de la santé formés et informés C'est sur ça. ça, C'est tout. c'est C'est tout ce qui ça. manque. Ouais, et ça manque cruellement parce que voy tu vois quand, moi j'ai entamé cette nouvelle alimentation, ce qui m'a manqué, c'est le professionnel pour m'accompagner. Et c'est Mhm. vrai que heureusement ta formation elle est super bien faite, donc moi je me suis inscrite, je me suis vraiment documentée. J'ai vu que j'étais borderline à un moment donné, je me suis dit: «J'ai dû, louper un petit quelque chose», et en effet, je pense que je manquais de gras parce que je voyais les kilos, les kilos, les kilos, et je me dis: «C'est stop quoi, hein, on va Mhm. pas non plus devenir un squelette». Et j'ai renégocié mon alimentation, hein, et aujourd'hui, mais moi je prends plaisir à manger comme ça, hein, franchement, Et puis en plus, et donc, du coup, tu as une expérience personnelle et donc tu sais d'avance, par cette expérience personnelle, que c'est facile à mettre en place. oui, C'est-à-dire que oui. si tu prends un restaurant, enfin une cantine industrielle qui va produire les repas pour un EHPAD ou pour un hôpital, tu sais très bien que l'arbitrage cétogène, il est très facile à mettre en place. Il n'y a aucun problème. Oui. Ils Ah ont du ben poisson, oui, ils ont de la viande, mais ils ont oui, des œufs, mais ils ont une oui. sélection de légumes qui sont pauvres en glucides.
on va juste retirer le yaourt sucré ou la crème ou la banane en dessert et puis mettre, pourquoi pas, une panna cotta ou je ne sais quoi en dessert plus gras. Et ça y est, on l'a, notre arbitrage cétogène. Ah, C'est mais pas compliqué. complètement. Ça ne C'est demande pas pas de moyens supplémentaires. Ça ne demande pas une Mmh, révolution dans les cuisines. C'est très facile pour un diététicien à l'hôpital ou un EHPAD de mmh. formuler une option cétogène pour des professionnels qui voudraient le distribuer. Ah, mais carrément, mais là, il faut changer le le cursus des nutritionnistes, hein, qui ont appris complètement différemment, hein, Mais il y a et un c'est retard vrai que phénoménal parce que, tu vois, j'ai écrit un mmh, article sur l'AMCIB, pour l'AMCIB là, il y a quelques jours et j'ai expliqué noir sur blanc que les autorités européennes, par exemple, avaient mis noir sur blanc le régime cétogène pour lutter contre l'obésité. Est-ce que tu vois un service qui traite d'obésité, en particulier obésité morbide, chirurgie de oui. l'obésité, etc. en France, qui est formé pour pratiquer le régime cétogène? Non. Mais Donc, c'est non! déjà dans les textes de loi européens. Bien sûr, la science est faite depuis longtemps, mais les textes européens, et ce n'est pas retranscrit dans les usages français. Mmh. Donc, quand je discute avec certains diététiciens, je ne vais pas dévoiler des secrets aujourd'hui de conversations confidentielles, mais j'ai vu des professionnels de santé de très haut niveau en France, je parle de professeurs de médecine, qui me disent tranquillement, ah, vous savez, moi je suis professeur de médecine, chef de service, auteur de 50 livres, et il m'est impossible dans mon service d'amener le régime cétogène parce que j'ai 7 diététiciens face à moi qui disent non. Des Mmh. diététiciens qui expliquent aux professeurs de médecine non. C'est le monde dans Oui, lequel on est. Je parle de réalité là. Je ne oui. balancerai pas les noms, c'est pas l'idée, Mmh. mais c'est du concret. Oui. Alors c'est là où je me dis qu'il y a certainement une marge de manœuvre et moi je crois beaucoup en l'humain de par mes formations, hein. Et quand on parle de nutritionniste, alors moi dans mes formations au début, j'avais essentiellement des aides à domicile qui me disaient: «Mais comment se fait-il que les responsables de secteur, tout ça ne viennent pas?» Donc on a fait venir les responsables de secteur et puis dans les autres parcours, ben, j'avais que des aides-soignantes, j'avais pas d'infirmières. On a fait venir les infirmières, on a fait venir les directeurs d'EHPAD, on a fait venir les médecins, on a fait venir les psychologues, on a fait venir les cadres et dernièrement, j'ai eu une nutritionniste. Mmh mh. Et franchement, elle a été formidable parce que je lui ai mis son cerveau à l'envers, la pauvre cocotte. En ce qui concerne la nutrition de fin de vie, on est trop dans tout de suite, on donne du moulinet, on donne de ceci, on donne de cela. Alors là, je vais pas parler, j'ai pas parlé à l'époque parce que je n'avais pas cette option-là, hein, d'alimentation cétogène, mais ne serait-ce que demander à la personne qui est en fin de vie si c'est elle qui a demandé à passer en moulinet, si c'est elle qui a demandé à passer en haché. Parce qu'il Mmh. y a des gens qui se laissent mourir de faim Mmh. parce qu'on leur a rien demandé. Vous avez fait une fausse route, on vous met en moulinet. Vous avez fait une fausse route, on vous met en haché. Stop! Mmh. Ils détiennent les rênes de la vie, de leur vie. Ils ont peut-être fait une fausse route une fois, comment ils étaient assis, comment on les a installés, qu'est-ce qu'on met à disposition pour qu'ils soient confortables, pour qu'ils puissent manger sans qu'il y ait de fausse route. Et moi, je peux donner quelques exemples où on s'est battu avec notre équipe pour que les gens reviennent à une alimentation normale, parce que c'était une demande de leur part. C'est pas Mmh. nous qui disions, il faut absolument qu'ils mangent normal. Zéro problème. Parce qu'on fait confiance en la vie, on fait confiance en la personne qui est devant nous, qui est encore dans cette petite vie qui lui reste. Et ça, c'est important. Et donc, c'est comment, moi, j'imagine que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, elle me dit, mais vous savez que j'ai bougé. Donc, si cette nutritionniste me dit, j'ai bougé, allez, je me dis que les autres, elles peuvent bouger aussi. Tout à fait, mais Mais le problème, c'est l'ouverture des gens. Moi, j'ai toujours oui, dit que j'étais à disposition d'un hôpital, un EHPAD ou autre pour organiser une conférence de formation, en particulier pour les professionnels. J'ai tout à disposition, franchement. Il y a personne qui va me sécher, parce que tout a été publié. J'ai mis 10 ans à collecter cette littérature mais scientifique. ouais, C'est tu as fait un 10 ans de travail de travail. fou. Donc Ouais. j'ai tout à ma disposition en PDF. Je peux amener les chiffres, les études, tout. Bon, maintenant, ça va dépendre d'une personne qui décide, avec quelques responsabilités, de faire la révolution chez lui. Et je vais donner un Mmh. exemple précis. Aux États-Unis, en Arizona, tu as un monsieur qui est pas médecin, qui est un ancien pilote de l'Air Force, qui est propriétaire de plusieurs maisons de retraite, plusieurs maisons de fin de vie en Arizona, autour de Phoenix. Il en a de mémoire 5. Il découvre le régime cétogène. Bon. Il fait venir à l'époque Maria Emmerich chez lui.
il se forme à l'approche cétogène et plutôt même céto-carnivore, avec beaucoup plus de viande, etc. Mhm. Et puis, il commence à proposer à des gens volontaires, dans ces maisons de retraite, cette approche cétogène, céto-carnivore, donc beaucoup plus de protéines, beaucoup plus gras, très pauvre en glucides. Là, il s'aperçoit qu'il y a quand même quelques améliorations, mais vraiment. Et puis, il va un Excellent. peu plus loin, donc il achète des caissons hyperbares pour. C'est une approche, l'HBOT en France totalement inconnue, mais dans le monde entier, ça explose littéralement. Les Chinois, ils ont 50 ans d'avance sur le sujet. Tu as 50 000 caissons hyperbares à disposition des médecins chinois. 5 000 caissons hyperbares en Chine qui traitent 50 maladies. D'accord? Aux États-Unis, il y a partout. J'en ai 3 juste dans ma ville. Donc, concrètement, si tu veux, c'est un peu comme si tu avais fait un accident de plongée. Tu rentres dedans, on Ouais. sature en oxygène à 100%, entre 2 et 2,5 atmosphères, donc c'est sous pression. L'oxygène n'a plus besoin de l'hémoglobine pour circuler, il est dissous dans les tissus et il va être apporté à des tissus qui en sont relativement privés. Et c'est comme ça que tu inverses tout un tas de pathologies. Par exemple, pour le cancer, c'est multidocumenté depuis des décennies. Il y a 50 pathologies officiellement documentées où les caissons hyperbares interviennent. Alzheimer, par exemple, ou les traumas crâniens, etc., etc. Bon. Donc, il achète un caisson hyperbare, ça ne vaut pas très cher pour une maison de retraite. On va dire qu'un 2 personnes, ça vaut 70 000 euros. Dans une maison de retraite, ça s'amortit très bien. Il fait tourner, tu fais 4-5 séances par semaine, donc tu traites tous tes malades. Le caisson, il est occupé en permanence, c'est vite rentabilisé pour une maison de retraite. Il achète des machines pour exposer les gens à la lumière rouge, donc c'est un spectre lumineux qui va sur les Ouais. mitochondries, etc. Bon, aujourd'hui, c'est une maison de fin de vie, de soins palliatifs. Il a renvoyé 8 patients chez eux. Ils Bravo. n'ont plus besoin de soins palliatifs. C'est-à-dire Mhm. concrètement, les clients qui arrivent chez lui, ils sortent d'un cercueil. C'est pour finir leur vie. Et C'est lui, il est incroyable. guéri. Il en est à 8 là. Mhm. Tu vois? Et donc ça, c'est une initiative personnelle. Il est Ouais. propriétaire de ce qui correspond à un EHPAD, en fait, aux États-Unis, à Ouais. Phoenix. Il apprend, il intervient et de son propre chef pour les volontaires. Il renvoie les gens chez eux. Hein. Donc en France, il se passera la même chose. Il y a peut-être un petit hôpital ou un EHPAD qui va se dire wow, ça c'est génial, j'ai essayé sur moi, ça Ouais. marche. Et je vais essayer de le proposer pour les patients volontaires. Voilà. Et il va avoir des résultats. Et puis après, ce résultat va peut-être faire effet boule de neige. D'autres de ses collègues, d'autres établissements. Ah, mais je suis sûre, mais franchement, je suis sûre qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre région, hein, en Bretagne, il y a vraiment des EHPAD qui sont précurseurs, qui essayent des choses qui sont formidables. Et après, je dis pas que là, quand tu dis 70 000 euros, il faut aller chercher un appel à projet pour pouvoir Bien sûr. acheter Mmh. Non, mais le sans même parler de matériel. tous les autres matériels, parce que moi, je peux facilement te faire une note de 250 000 si tu veux aller sur l'optimum. Mais on va dire que la Oui, première brique, c'est le régime cétogène. Et ça mais coûte rien. oui, ouais. Voilà. Mais oui, 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 on est d'accord, hein. Et attention, tout ce que je dis, c'est documenté. C'est-à-dire qu'ils ont des tests d'évaluation psychologique, psychiatrique à l'entrée de l'établissement versus Mmh. à la sortie. Hein. Il y a des scores Mmh. totalement normalisés, internationaux, qui montrent l'état délabrement psychologique de la personne psychiatrique qui font que la personne est placée en EHPAD. Et là, on a une inversion. Parce que normalement, les professionnels de la santé ne le voient jamais. En fait, ça fait que se dégrader. Mais bien Et sûr. lui, Mmh. donc mesurer, c'est des inversions. Hein. C'est pas du marketing ce que je raconte là. C'est Mmh. des cas réels. Mais la finalité de cet aparté, c'est juste un professionnel de la santé qui est responsable d'un établissement, d'un service, et qui décide d'essayer. Ce sera ça le C'est ça, déclencheur. mais c'est ça, c'est pas voilà, et c'est pour ça que moi je dis: «J'informe» et les gens prennent et moi je dis tout le temps: «Allez regarder l'information». Mmh. Quel discernement vous pouvez avoir sur quelque chose qui vous est dit, sur une radio, dans une télévision, sur les journaux et les faits réels, les textes de loi, les articles scientifiques. C'est ça qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'on va avoir du discernement sur quelque chose. Je peux prendre pour argent comptant ce qui m'est dit à la radio et je peux véhiculer cette information et au bout du compte, je vais m'apercevoir qu'elle est complètement fausse.
Ah, mais ça, Et c'est ce le que souvent Idriss Aberkane nous rappelle, hein, c'est-à-dire que l'important, c'est la source. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont exactement. incapables d'identifier la source. Je vois récemment des gens qui m'opposent des vidéos sur YouTube, des articles, je ne sais pas où, un truc dans Wikipédia. Tout ça, c'est de la merde pour moi. La seule source Mmh. qui compte, c'est éventuellement le témoignage d'une personne qui va raconter son histoire. L'important Mmh. après, c'est de le multiplier parce qu'un cas isolé, bon, ça peut être un bonimenteur. 10, faut voir. 100, ça commence à devenir curieux. Et puis après, il y a la littérature scientifique. La littérature Mmh. scientifique, je ne dis Mais pas c'est une ça. étude, je ne dis pas 10, je dis peut-être 100 pour vous forger une opinion. Parce que dans la littérature scientifique, il y a aussi des informations frelatées, des conflits d'intérêts, etc. Oui, Donc il faut démultiplier les sources pour arriver à se faire une opinion et se dire ça m'a l'air sérieux, j'y vais, j'essaye ça. Voilà. mais c'est ça, oui. Mais il faut avoir cette capacité à réfléchir et moi, je pense il y a quelque pour moi, il y a quelque chose qui est en mouvement là. Moi, je le sens bien avec les personnes, que j'ai en formation à chaque fois, c'est extraordinaire. Les questions qu'ils peuvent poser et s'intéressant vraiment à autre chose que les rails Hmm. et ça et ça, c'est super chouette Oui, et on a donc vu il y que ces a dernières années avaient un peu bousculé les esprits, hein. C'est comme ça que j'ai commencé mon article sur AMSIP parce que beaucoup de croyances ont volé en éclats, beaucoup de confiance dans certaines autorités, qu'elles oui, soient gouvernementales ou autorités, parce que ce sont des professeurs de médecine, etc., ont volé en éclats. Et donc, ça a un petit peu laissé les gens en se disant, mais finalement, à qui on fait confiance, qui on écoute, c'est ça, qui on suit, ouais. le vrai, le faux, c'est où, comment on fait pour faire la différence. Voilà. Mmh. Et c'est Ouais, peut-être le moment pour le régime cétogène parce que on a la littérature, on a la documentation. Donc, pour quelqu'un de curieux, il y a déjà tout, quoi. Hein, quand tu parlais de exactement fin et de fin de c'est vie, le diabète de type 2, par exemple, je sais que je vais encore le répéter, mais là, je vais encore le faire. C'est bien la maladie la plus bête du monde, hein, parce que il suffit de retirer les glucides, il n'y a plus de diabète de type 2. La première étude qui montre régime cétogène pour inverser un diabète de type 2, c'est 1920. Donc, on a 106 ans de retour mmh, d'expérience sur l'approche cétogène. Il y a le diabète de type 2. À côté de ça, en France, il y a 4 millions de diabétiques de type 2 traités pour rien, avec les dégâts qui vont avec. Toi, tu le vois, les mais c'est amputations, clair. cécité, Mmh, insuffisance rénale, etc. C'est un carnage qu'on peut totalement éviter. exactement, mais oui. Est-ce qu'on peut prendre conscience de ça? On parle de fin de Et vie. Franchement, on parle de fin de vie, là. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. mmh, On imagine l'état psychologique d'une personne qui a 70 ans, à qui on vient d'amputer la deuxième jambe, mmh, donc qui ne pourra plus marcher, qui se retrouve à avoir des problèmes de cicatrisation massifs. En gros, il n'est plus capable de exactement. cicatriser. Mmh, Il va probablement devenir aveugle bientôt. mmh, Il est peut-être en insuffisance rénale. Il a plein de médicaments. Il est alité. Alors, on a le droit de se dire, est-ce que cette personne peut réclamer une fin de vie? Voilà. Moi, je pose la question dans l'autre sens. Est-ce qu'on aurait pu éviter cet état de pourrissement de cette personne? Oui, très facilement, en lui donnant les bons conseils nutritionnels. mais Donc, le vrai complètement. problème, c'est quoi? Est-ce que c'est la fin de vie ou est-ce que c'est le cheminement qui l'a amené à réclamer la fin de vie? Ah mais complètement, mais complètement. Alors là, moi, je te rejoins à 150 hein. On voit bien que, même moi, si j'avais l'impression, d'avoir une alimentation équilibrée, même si je mangeais beaucoup de pâtes, et beaucoup de pain, voilà, j'étais à fond dans les légumes, les fruits. Aujourd'hui, j'en mange, voilà, j'ai mes petits fruits rouges, au congèle et je me régale avec. Je me régale avec et ben, on a cheminé avec des croyances, hein, en pensant que et puis on a colporté évidemment ces croyances, hein, aux autres. Moi, en tant qu'infirmière, bah, oui, vous devriez manger, comme ci, comme ça. Mais non, mais non, mais non, mais non et là, erreur complète sur toute la ligne. Mais Et imagine, c'est vraiment imagine les Américains avec Kennedy, hein, qui vient de publier sa nouvelle pyramide oui, alimentaire. Imagine les médecins, les infirmières, les nutritionnistes qui ont ah bah, ça raconté. s'arrache les Alors cheveux, là, je vais hein. poser mes mots. Toutes ces conneries, parce que c'était des conneries, depuis des décennies, qui ont emmené des Mmh, gens dans le mur. Hein. On te parle de 95% d'Américains avec une maladie chronique traitée. 95%. C'est-à-dire, en fait, si tu n'as pas de médicament, tu es une anomalie. Voilà, concrètement, c'est ça.
Et là, Kennedy qui fait un virage à 180 degrés, qui remet les protéines animales devant, les œufs, Ouais, le gras, et qui dit manger le moins possible de céréales, de glucides raffinés, etc. Imagine le virage, c'est 180 degrés. C'est des gens qui parfois depuis des décennies disent quelque chose en tant que professionnels de la santé et qui doivent, pour suivre les directives nutritionnelles, faire l'inverse du jour au lendemain. ah ouais, là, il y a vraiment de l'humilité à avoir, hein. D'ailleurs, je Ah, pense que ce message aurait dû être accompagné de certaines procédures en justice parce qu'il y a eu beaucoup de gens corrompus. Et je vais donner un exemple. Hein. Quand Kennedy est arrivé au pouvoir sur son ministère de la Santé, il a viré toutes les personnes du board qui servent à faire les directives nutritionnelles américaines. Tout le monde. Il en a pris des 9. Par chance, dans les 9, il y en a quand même 3 qui sont liés au régime cétogène et c'est pour ça que ça a poussé dans ce sens-là, si tu veux. Hein. Tu as Don d'accord. Lehman, qui est le pionnier sur les protéines. Ça fait juste 50 ans qu'il raconte ça. Il a la retraite maintenant, il est professeur émérite et il a été mis dans le board pour les nouvelles directives. Donc, si tu as plus de protéines, c'est uniquement grâce à lui. Bon, Mmh. Nina Teicholz avait fait son travail d'enquête parce qu'en tant que journaliste d'investigation, elle est vraiment excellente. Elle avait déjà expliqué il y a des années que sur les 11 personnes de l'ancien board qui faisaient les directives nutritionnelles, 10 étaient en conflit d'intérêts massif avec l'industrie agroalimentaire. Celui qui était le plus rémunéré, il touchait plusieurs millions de dollars par an, Mmh. par l'industrie agroalimentaire. Comment tu veux que cette personne établisse Ah des ouais. normes Mmh. nutritionnelles neutres pour la santé des gens? Non, il vient juste chercher son chèque et il applique. Mais oui, et tu vois, ce que j'ai aimé aussi dans, ce que tu véhicules en tout cas de cette alimentation, moi j'ai à cœur, voilà, que notre écosystème, il soit juste, et c'est vrai que quand on va dans cette alimentation, et ben, oui, on va aller voir notre meilleur boucher. On va aller lui demander en effet, alors moi je vous dis ça alors que je mange pas de viande, mais je peux en cuisiner, hein, pour mes invités, ça me pose pas de souci. On va aller voir notre boucher, on va lui demander: «Mais d'où vient ta viande? Et est-ce que, voilà, la bête, elle mange de l'herbe? Est-ce qu'elle pâture? Est-ce qu'elle» et là, on revient à quelque chose d'équilibré, Mhm, c'est-à-dire ce sont les personnes justes qui vont permettre à la population de vivre correctement. mhm, Quand on voit ces packs, moi quand je regarde les caddies, quand je fais mes courses, je me dis: «Oh pop, 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 pop», j'ai envie de dire aux gens: «Oh, vous voudriez pas changer ça pour ça?» Quand on voit les tonnes de soda, toutes ces pâtes, toute cette alimentation qui est, même sans parler des pâtes, mais ces mhm. caddies avec, que du sucre en fait, que du sucre. Et pas c'est du Et sucre. Hein. Les gens se rendent pas oui, compte. ah De ça. mais Non, oui, mais mais tu complètement. sais que Mais ça, ne serait-ce que ça, ça, ça fait juste 10 ans que je je le l'explique pour les colporte ça professionnels. maintenant, je sais, hein. Et les gens, ils comprennent pas, en fait, que tout ce Mais qui est ce qu'on a appelé en France sucre lent, hein, ou sucre complexe, les nutritionnistes oui. ont été formés avec ça. C'est une ânerie, en fait. C'est une Mmh. ânerie. Parce que Mmh. la base, c'est l'amidon du blé dur, l'amidon du blé tendre, l'amidon des pommes de terre. L'amidon, c'est quoi? Ben, c'est une chaîne de glucose. Et on Voilà, a une mais c'est enzyme qui va casser cette chaîne, l'amylase, pour libérer ce glucose. Donc, que vous preniez du sirop de glucose, que vous preniez du sucre blanc, qui est moitié fructose, moitié glucose, ou du glucose inverti dans une pâtisserie, qui est beaucoup utilisé, ou de l'amidon qui va être cassé dans votre organisme grâce à l'amylase, ce qui va être transformé en glucose, ça termine, dans 100% des cas, en glucose dans votre circulation sanguine. Donc, c'est la même chose. bah, c'est ça, ouais. C'est juste comprendre, et moi, c'est ce que je dis toujours, notre machine humaine, elle est formidable, hein. Il y a vraiment, si on écoute un petit peu notre corps, si on voit comment il se transforme, on se dit: «Mais on est allé trop loin. Qu'est-ce qui fait que je pourrais changer ce processus, hein?» Et c'est voilà, moi, quand je parle des douleurs, par exemple, une douleur, elle nous parle. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour la transformer? Il y a des médicaments, OK, mais peut-être qu'on pourrait regarder l'alimentation. Ah, de façon certaine. Et c'est documenté aussi. Eh beh, oui, et ça vaudrait le coup de vraiment de revisiter un petit peu notre façon de voir, les choses, et de se recentrer sur ce que nous sommes, des êtres merveilleux qui pouvons vraiment vivre en pleine santé, le plus loin possible en tout cas. Mmh. Oui, et surtout, surtout pour moi,
le plus longtemps possible, mais dans la meilleure santé possible. Parce que Ah ben c'est ça. on voit très bien qu'aujourd'hui, on a une industrie agroalimentaire qui dégrade notre santé. Et on voit très bien qu'on a une industrie pharmaceutique qui est très contente de cette dégradation de santé pour nous vendre une quantité de molécules qui, en plus, veulent nous faire vivre de plus longtemps possible, mais grâce à leurs molécules. Donc, malades. On Ouais, ne mais veut c'est pas ça. faire de nous des êtres en bonne santé. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est pas de vivre jusqu'à 120 ans ou 200 pour certains. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller jusqu'au bout avec une indépendance totale, en pouvant faire tout ce que je veux faire sans être limité. C'est ça qui m'intéresse. Le chiffre Mais c'est ça. m'intéresse pas beaucoup. Je sais pas, je crois que c'est Boris Cyrulnik qui disait on devrait tous mourir en bonne santé. Tout à fait. Tout à fait. On est C'est un loin bon du compte. objectif. Oui. Ouais, ben oui, 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 c'est un bon objectif, ouais. Oui. Mais c'est ouais, c'est des prises de conscience à avoir, c'est des croyances limitantes à lever, hein, sur tout ce qu'on a appris jusqu'alors, hein. Donc, Oui, et l'expérience me prouve en fait que les gens ne changent jamais d'avis. C'est-à-dire que c'est les générations éventuellement qui vont changer d'avis, des jeunes éventuellement qui vont penser différemment et qui vont commencer à contester l'opinion des anciens. Mais les anciens, ils sont vraiment enfin, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Tim Noakes, tu sais, qui nous a préfacé notre premier livre, parce que c'est oui, quand même quelqu'un qui raconte pendant 30 ans, un des plus grands experts au monde, professeur de médecine, 750 publications en revue au pair, qui raconte pendant 30 ans que les glucides sont nécessaires et importants pour la performance sportive. oui, et qui Okay, inverse, et qui, en 2011, fait un virage à 180 degrés ouais, et qui ose dire, dans le texte, tout ce que j'ai dit sur la glucide et la performance sportive, vous pouvez tout mettre à la poubelle, j'avais tort. c'est incroyable. Et il devient le porte-étendard de l'approche cétogène, à la fois pour tout un tas de pathologies. Il a participé et aidé à la publication de nombreux livres pour former les médecins, etc. Et pour le sport. Donc, il a été capable à son âge de dire « je me suis planté, voici la réalité ». Et j'ai énormément de respect pour les gens qui se plantent, qui osent le dire. Je peux en donner un deuxième, Alan Savory. Alan Savory étant un vrai écologiste, ils sont rares, que je respecte. Puisque Alan Savory, dans les années 60, estime que la présence d'éléphants en Afrique, dans la zone où il est né, sont à l'origine de la désertification, et fait la promotion et arrive à son gouvernement pour un abattage de dizaines de milliers d'éléphants. On nous parle aujourd'hui, on nous emmerde avec l'ivoire, etc. On a un écologiste qui a fait abattre des dizaines de milliers d'éléphants en Afrique pour lutter contre la désertification. C'est factuel. Tu tapes Alan Savory, tu as toute une vidéo sur TEDx qui est géniale, etc. Et au final, cet abattage ne change rien. Et là, il se dit, je me suis trompé. Et il passe sa vie, depuis, il est toujours vivant. D'ailleurs, l'Institut Alan Savory est chez moi à Boulder, dans ma ville aux États-Unis. Lui, il navigue entre l'Arizona et l'Afrique du Sud. Et il a passé sa vie à essayer de réparer ce geste. Et aujourd'hui, il fait la promotion d'une forme d'élevage. Donc, il a essayé d'étudier pourquoi il y avait une forme de désertification à certains endroits, parce que l'animal, sa fonction, c'est de pâturer de l'herbe. Il pâture de l'herbe entouré de prédateurs, donc les troupeaux sont serrés. Il rase l'herbe. Et une fois que l'herbe est rasée, il y a des bouses qui sont forcément déposées. Et puis ces animaux, ils vont après dans la zone d'à côté. Et ça, c'est la base, le fondement de ce qu'on a appelé l'agriculture régénérative. C'est-à-dire que quand tu es un agriculteur et que tu as 100 animaux qui vont pâturer, eh bien, au lieu de donner un grand carré, par exemple, de 50 hectares de pâturage en liberté à ces animaux, tu fais des petits carrés, tu attends qu'ils rasent tout, et puis après, tu les changes de carrés. Eh ben, c'est lui qui a mis ça au point. Et aujourd'hui, il fait des formations internationales et il lutte contre la désertification. Mais moi, je le vois de mes yeux. Tu as des zones en Arizona, par exemple, avec des agriculteurs. Tu sais, ici, ils ont des grosses surfaces. Ils ont tout de suite 10, 15 000, 20 000 hectares qui appliquent ces préceptes. Tout est vert, tout est verdoyant. Les animaux sont dans un pâturage vert. Et l'agriculteur d'à côté, c'est le désert. OK ? Ça, c'est uniquement grâce à Alan Savory. C'est uniquement grâce à un homme qui a vraiment dit des conneries et qui a avoué toute sa vie sur ses propos. Voilà, qui a fait un virage à 180 degrés, qui s'est dit, je me suis trompé et je vais essayer de réparer mon erreur. Et là, sur la conscience, la mort de dizaines de milliers d'éléphants. OK ?
Donc, c'est ça qui est pour moi important et ces personnes sont extrêmement rares. Une personne de ce niveau-là qui est capable de dire je me suis trompé et je vais essayer de faire l'inverse pour réparer, cela, c'est 1%. Les autres, ils vont préférer aller jusque dans la tombe, dans l'erreur. C'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que le fait d'expérimenter quand même, les gens vous questionnent. Hein. Pour raconter une petite anecdote, moi, ça fait 5 ans que je pars avec un groupe de copines cheminer sur Compostelle. Voilà. Et on fait des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Et le dernier que j'ai fait, j'étais en alimentation cétogène. Hein. Et en plus, comme nous étions en Espagne, pas de petit déjeuner pour moi, parce que c'était que du pain blanc au petit déjeuner. Donc, il n'était pas question que je rompe mon alimentation. Donc, je partais à jeun. Avec mes petites graines, j'avais des amandes, des noix de cajou, tout ça. Donc, j'avais ce qu'il fallait au cas où. Hein. Mes copines m'ont demandé « Qu'est-ce que tu fous ? Mais à quoi tu carbures ?» Parce que non seulement, mais j'avais une pêche d'enfer, donc on faisait une moyenne de 25 km par jour. Hein, mais j'ai eu une pêche d'enfer. Pas un coup de barre. Et quand on arrivait, on se faisait un super resto où on mangeait très, très bien. Et vraiment, pour aussi prouver qu'on peut faire du sport, évidemment pas physique, hein, c'est de la marche, mais sans manger le matin. Bien sûr. Et c'est vrai que l'exemple, c'est vraiment à expérimenter ça. Voilà, les gens qui étaient avec toi l'ont vu. C'est pas de la théorie, c'est Ah pas mais une. oui. Te connaissent. Et elles savaient. Et donc moi, je leur avais dit que j'avais commencé une alimentation cétogène. Et elles m'ont fait rire parce que c'est des bonnes amies. Hein. Elles m'ont dit toi, tu nous fais tout, hein. Même ça. Mais juste quand on montre à l'autre, elles m'ont demandé des renseignements. Hein. Est-ce que tu as des livres? Donc, j'ai prêté tes bouquins parce que j'ai les deux. Hein, donc, ça a circulé. Et puis, alors, il y en a qui prennent des petits bouts, voilà, déjà qui éliminent pas mal de sucre. Petite prise de conscience. Et moi, je me dis, c'est génial. C'est génial. Et puis, regardez ce que ça fait. Regardez j'ai des copines qui ont des petites douleurs aux articulations. Donc, le fait d'éliminer vraiment drastiquement le sucre, moi, je pense, en tout cas, que ces petites douleurs, elles peuvent partir. Bien sûr, le vrai problème, en fait, de fond, c'est qu'on a vendu un régime santé aux gens qui est une fraude. Donc, les gens, ils contestent pas l'autorité et ils suivent leur régime santé, les 5 fruits et légumes par jour, ils continuent à manger du sucre parce qu'on leur a dit en petite quantité, c'est pas mauvais, ou l'alcool, etc., qui est toujours dans les directives. Et ça, c'est une fraude. Le jour où ça changera, en Europe, je pense que ça prendra peut-être 10 ou 15 ans, je sais pas, ça va dynamiser les gens. Ils vont se dire, oula, qu'est-ce qu'on nous a fait là? Et puis finalement, c'est logique. C'est logique. Le sucre, les glucides, comme origine du carburant de tous nos maux, on le voit par exemple aux États-Unis, dans les directives nutritionnelles qui sont très courtes. Le document fait 10 pages en PDF. Mais oui. Tout le monde peut le lire. Alors que l'ancien, il faisait 160, c'était réservé aux médecins. Et même quand tu es médecin, tu comprends rien parce que ça se contredit. Enfin, c'est une misère. Tout le monde peut le lire, ça. Et on voit très bien dans les annexes que tu as l'arrivée des directives nutritionnelles américaines en 1980. Et c'est 1980 l'explosion de toutes les maladies métaboliques. C'est net, l'année d'après. Oui. Tu vois, tu as des images d'archives, des films des années 60, 70 aux États-Unis. Les gens sont minces, l'obésité est rare, etc., etc. 80, ça commence à exploser. 80, il s'est passé quoi? Les glucides à gogo, et on fait la chasse au cholestérol et aux graisses. Voilà, c'est une expérience à l'échelle d'une population qui aura coûté beaucoup de vie, beaucoup d'argent, et c'est donc 45 ans d'expérimentation, et on voit le mur dans la gueule que les Américains prennent. Le diabète de type 2, 450 milliards, 150 000 amputations liées au diabète de type 2 par an. Toute la médication, c'est devenu insoutenable et insupportable. Maintenant, comme les problèmes sont partis des États-Unis pour aller inonder le monde, je pense que la solution, elle part aussi des États-Unis et petit à petit, elle va aussi inonder le monde. Mais oui, mais oui.
Et c'est voilà, moi j'espère que vraiment que ben voilà, que les gens vont regarder cette information, qui vont Mhm. aller fouiller, qui vont aller l'expérimenter. Mhm. Euh, et moi, je dis toujours aux gens à qui j'en parle, ne faites pas n'importe quoi. Faites-vous accompagner, Mhm. allez voir voilà, le médecin, la nutritionniste qui, voilà, ou la personne qui connaît l'alimentation, cette alimentation puisse vous accompagner au mieux. Parce que quand j'entends oui, le cétogène, moi, ça m'a fait grossir, et je me dis mais non, mais non, mais non, il y a quelque chose qui a manqué. Il faut aller chercher ce quelque chose qui a manqué. C'est pas possible que le régime cétogène fasse grossir. C'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Mais le cétogène, le problème, c'est que les gens, beaucoup l'ont résumé comme ça. Aujourd'hui, tu sais, on nous vend des religions. Il faut adhérer aux idées. Donc, Oui, c'est halal, c'est cachère, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est cétogène. Mais c'est cétogène, ça veut rien dire. Le régime cétogène est un outil à notre disposition pour un objectif. Le régime cétogène inverse l'anorexie mentale, des jeunes filles qui font 30 kilos, et inverse l'obésité morbide, des gens qui font 200 kilos. mais c'est ça. C'est un Oui, outil qui est ouais. arbitré pour un objectif, le vôtre. Donc, c'est un outil qui est à votre disposition. C'est pour ça qu'une des choses les plus idiotes qu'on me sort depuis des années, c'est est-ce que c'est cétogène? Mais ça ne veut rien dire, est-ce que c'est cétogène? On n'est pas dans une religion. Tous les aliments sont potentiellement non cétogènes ou cétogènes. Si je mange 5 grammes de sucre, un morceau de sucre de 5 grammes dans ma journée et qu'à côté j'ai mangé des œufs et des entrecôtes, il est où le problème? Le problème, c'est quand vous avez 250 grammes de glucides par jour. Là, il est là le Ouais, problème. c'est ça. Mm. Donc, c'est un régime cétogène avec un arbitrage qui doit être vraiment calé pour un but. Si la personne a un cancer, si la personne est déjà dénutrie, sarcopénie, si la personne est touchée d'Alzheimer, si la personne est touchée d'anorexie ou d'obésité, ben, on va faire des choix un peu différents. Mm. Mais ça doit être articulé autour de vous. Le régime cétogène, il n'échoue pas. C'est sa formulation qui échoue. La Voilà, formulation c'est qui est ça. mauvaise. Mm. Donc, si quelque chose, comme tu l'as vécu toi-même, tu fais du cétogène, de l'autre côté, tu perds du poids alors que tu ne veux pas, bah, ça veut juste dire que ton réglage, ton arbitrage n'était pas le bon. Tu l'as changé, tu as stabilisé. C'est la même chose Exactement. pour la perte de poids, hein. Dans l'autre sens, Mm. quand on veut en perdre et qu'on n'en perd pas, c'est la même chose. Mmh. Mais complètement, oui. Oui, oui, il faut s'informer, il faut bien Mm. s'informer et puis aller questionner les gens qui connaissent vraiment, donc les professionnels. C'est vrai que ça manque un petit peu, donc on espère en tout cas qu'ils Donc, vont tu se y faire participes. C'est connaître. pour ça que je suis vraiment très heureux de te donner la parole. Mmh. Parce que ton Mmh. message, ton expérience, ce que tu vas en dire dans les prochaines années, va participer à la diffusion de l'information. Et à un moment donné, peut-être qu'il y en a un qui va tilter, qui lui a un pouvoir de changer des choses dans des établissements. Et puis, hop, Mmh. c'est une boule de neige, en fait. C'est pour ça que plus on sera nombreux à euh, en parler correctement, pas avec des coupures de presse sur des magazines People qui sortent au mois d'avril pour perdre 3 kilos avant d'aller sur la plage. Euh, et il n'y a que ce moyen-là que nous avons pour faire bouger les choses. Tu sais, les gens qui Mmh. ont fait bouger les lignes directrices des recommandations officielles américaines, ça fait juste 30 ou 40 ans qu'ils essaient de les pousser, ces lignes, hein. Mais oui. Mmh. Donc ça ne vient pas tout seul, Mais c'est résistant. exactement. C'est semer et à un moment donné, ça pousse, hein. Moi, c'est ce que je dis toujours, on sème. Il y a des gens qui prennent très vite, ça va pousser très vite et il y en a d'autres qui vont prendre un peu moins vite, mais il faut le temps que ça germe. Hmm. Mais voilà, il faut pas lâcher le morceau, quoi. Écoute, je te remercie vraiment pour ton temps et ton témoignage, ton expérience, puis ta volonté d'aider ton prochain, parce que c'est ton travail, c'est juste ça, c'est aider son prochain, accompagner dans une phase difficiles de la vie, que les gens souvent négligent ou du moins ne sont pas préparés quand ils le Mmh. subissent ou la famille aussi. Et c'est des éléments importants que tu as pu partager avec nous. Et je te remercie vraiment pour ton temps et ton engagement pour l'humanité. Bon, bah, écoute, ça me touche beaucoup, les mots que tu dis et c'est vraiment mais je le fais avec le cœur et ça, c'est, je pense qu'on a tous une mission de vie et la mienne, elle est là, en tout cas et je me sens tellement bien là où je suis donc c'est vraiment une thématique que je partage très, très facilement. Et je te remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est Mmh. moi. Alors, la prochaine fois que tu iras à Saint-Jacques-de-Compostelle, tu mettras un cierge pour ma maman
Ça lui fera très plaisir parce qu'elle a toujours voulu le faire. Elle n'a pas eu l'occasion. Et Ah je ben, sais que ce que tu fais dans la vie, par mon intermédiaire, parce que si j'avais pas vécu ça avec ma maman, je me serais certainement pas impliqué dans le régime cétogène, pas de cette manière-là. mmh. Tout ça, ça fait connexion. Donc, elle sera très heureuse que tu mettes un cierge à Saint-Jacques pour elle. Eh ben, écoute, je le ferai avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui en termes de Ce que j'ai conclusion? envie de dire, ben, juste, de vous informer, de regarder, de tester, et de pas baisser les bras parce que, ben, c'est vrai que quand on s'embarque là-dedans, ben, c'est pas toujours facile et puis, heu, oui, il faut y aller, il faut faire en sorte que le monde aille mieux, que ces maladies, comme tu dis là, qu'on peut traiter facilement avec l'alimentation, elles s'envolent, elles s'éclatent. Donc voilà, voilà ce que j'ai envie de dire, passer comme message en tout cas, C'est un beau un message grand d'espoir. Parce qu'au niveau individuel, on peut changer les choses. ouais, un grand merci pour ce beau moment de partage. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton temps. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir Ulrich. Au revoir.